Pour d'autres informations, je vous le disais tout à l'heure, on va partir du côté de la Nouvelle-Calédonie. Les choses évoluent. Magali vient de vous en parler dans le journal, évidemment. Arlette Chabot est avec nous sur ce plateau et je m'en réjouis. Déjà parce que je suis contente de vous voir et aussi parce que vous êtes une des grandes spécialistes de la Nouvelle-Calédonie. C'est un dossier que vous connaissez très bien, comme Valérie Nataf qui était avec nous hier. C'est la Bougriou pour le service politique. Merci, c'est là d'être avec nous. Marie Belot pour le service police-justice. Les femmes en renfort avec le général François Chauvency pour la géopolitique. Merci beaucoup d'être avec nous également, général. Alors la nuit, effectivement, a encore une fois été difficile, la nuit dernière, puisque là, la nuit tombe en ce moment, et on ira voir notre correspondant tout à l'heure pour savoir comment ça se passe. Regardez, il y a encore des victimes, il y a eu des bâtiments incendiés, des concessionnaires, des commerces détruits. Un gendarme est mort, Magali vous l'a dit tout à l'heure, victime d'un tir accidentel. La situation n'a pas l'air encore tout à fait de se calmer. Écoutez par exemple, cette habitante, ce qu'elle raconte est assez édifiant. Actuellement en Nouvelle-Calédonie, les citoyens se sont organisés pour défendre à la fois les habitations par quartier. Donc il y a véritablement des sortes de milices qui s'organisent pour filtrer les accès au quartier en parlementant avec les pilleurs, en négociant ou en éteignant eux-mêmes des incendies. Donc évidemment, c'est une situation qui est assez surréaliste, mais les Calédoniens font preuve d'une très très grande solidarité et d'une grande résilience. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont permis d'éviter que la situation soit encore pire. Alors évidemment, la situation sécuritaire, régler la problématique sécuritaire, c'est la priorité du gouvernement. On va voir ça avec vous dans une seconde. C'est là, c'est vrai, Marie, on l'a entendu le Premier ministre tout à l'heure, que des renforts arrivent. Oui, renforts nombreux, puisqu'il l'affirme, il y a déjà 1700 forces de l'ordre qui sont sur le territoire et 1000 renforts qui arrivent de la métropole. Donc on nous explique qu'il y en a déjà 132 qui viennent d'atterrir, que on l'a vu sur les images, il y a un avion qui est parti hier soir avec du matériel, avec 40 forces du GIGN, un avion qui devrait atterrir dans les prochaines heures, car il faut le rappeler, le trajet est long, il y a quasiment 24 heures de vol pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Il y a un nouvel avion qui part cet après-midi avec 2 escadrons de gendarmerie mobile, des compagnies de CRS. Qu'est-ce que ça nous dit, cette information-là? Que ce sont vraiment les effectifs spécialisés dans le maintien de l'ordre qui sont envoyés. Les gendarmes mobiles et les CRS sont vraiment les unités qui sont spécialisées dans le maintien de l'ordre, donc qui vont arriver sur place. On nous explique aussi qu'il y a 480 gendarmes qui vont encore partir dans les prochaines heures et qu'ils vont même réquisitionner l'aviation civile pour permettre à ces gendarmes de partir sur les lieux. Donc on le voit bien, le gouvernement veut à tout prix envoyer les renforts et les policiers qu'on a au téléphone nous le disent. Ils les attendent avec impatience, ces renforts, car ils sont épuisés, dépassés par les événements. Ils n'arrivent pas à tout gérer. Ils priorisent, nous disent-ils, les opérations de sauvetage des personnes qui sont en danger, mais ils ne peuvent pas intervenir sur tous les pillages, sur tous les incendies. Donc ils priorisent les opérations et ils attendent vraiment avec impatience ces renforts. Alors il y a des renforts aussi qui viennent de Polynésie d'ailleurs, ce qui permet de mettre un peu moins longtemps quand on arrive de Tahiti pour aller du côté de la Nouvelle-Calédonie. Il y a urgence aussi générale parce que tout simplement, on entendait cette femme tout à l'heure qui est vice-présidente du MEDEF là-bas et qui dit on s'organise en milice pour défendre nos maisons, quoi. Alors je trouve quand même que le mot milice est un peu fort, mais que les Calédoniens qui se sentent menacés prennent des mesures pour se protéger, on peut le comprendre, puisque manifestement les forces de sécurité ne sont pas en mesure d'assurer la protection de tout le monde, et ne pourraient pas à la date d'aujourd'hui. Il y a 100 000 armes, 100 000 armes dans l'archipel. Alors ce que quelqu'un disait hier, je crois que j'ai entendu, c'est parce que aussi la Nouvelle-Calédonie, c'est un endroit où on chasse beaucoup aussi, bon finalement... Oui, bien sûr, mais bon... Un esprit de broussard, peut-être, oserais-je dire. Mais dans tous les cas, il y a une forte insécurité, notamment à Nouméa, et alors, je ne sais pas si ces milices, entre guillemets, ont bien réussi à limiter la casse, mais dans tout état de cause, on voit bien que les forces de sécurité sont dépassées. Et dès lors qu'elles sont dépassées, le citoyen est quand même légitime pour assurer sa propre sécurité. Voilà, quand elle ne peut pas le faire autrement, évidemment. Alors politiquement, la question évidemment est de savoir comment tenter de ramener le calme. Mise au point de Gabriel Attal tout à l'heure. D'abord le calme, ensuite les discussions. Écoutez. Notre objectif est clair, le premier objectif est clair, rétablir l'ordre et mettre hors d'état d'agir tous ceux qui depuis 3 nuits pillent, incendient, agressent et sont responsables de ces émeutes. Au total, ce sont donc 1000 effectifs supplémentaires qui sont en train d'être déployés sur place, en plus des 1700 effectifs qui sont déjà en Nouvelle-Calédonie. C'est un niveau de mobilisation qui est inédit et qui illustre la détermination du gouvernement, du président de la République à rétablir l'ordre dans les plus brefs délais. Oui, la détermination du président de la République, c'est là, mais une détermination qui arrive un peu tard d'après les oppositions quand même. On entendait Jordan Bardella tout à l'heure qui disait rien n'a été anticipé.
Il y a eu beaucoup de reproches, effectivement, au sein de l'opposition, concernant Emmanuel Macron et Gérald Darmanin aussi, qui s'est déplacé par moins de 7 fois ces 20 derniers mois, en expliquant notamment que beaucoup prenaient le fait de passer par la voie législative avant même de trouver un accord comme une provocation envers certains protagonistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entendait à l'instant Gabriel Attal dire d'abord l'ordre et ensuite la discussion. C'est vrai qu'il n'y a pas de pire stratégie en politique que de donner des gages une fois qu'il y a eu des dégâts. Néanmoins, les discussions, elles ne s'arrêtent pas pour autant. Évidemment, il reste tout le temps des échanges en permanence. Et puis, dernière chose qui est intéressant aussi à souligner, c'est que il y a tout de même un échec pour Emmanuel Macron qui était en Nouvelle-Calédonie pas plus tard que l'été dernier, et qui se rencontre aujourd'hui en invitant justement les différents élus à se mettre autour de la table, qu'on arrive à un point de non-retour, à un moment où au contraire, beaucoup espéraient justement avancer dans ce dossier. C'est un peu le retour à la case départ, parce que tout ce qu'on voit ces derniers jours, ça rappelle quand même le spectre de la guerre civile des années 80, et tous les témoignages qui remontent justement, et des gens qui ont vécu de nombreuses années là-bas, eh bien repensent irrémédiablement à ces moments, à ces années de violence qui avaient secoué l'île à ce moment-là. Bien sûr. Alors Jamie Waimo, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous depuis plusieurs jours en direct de Nouméa. Alors la nuit est tombée. Il est 9 heures de plus chez vous que par rapport à l'heure de Paris. Comment ça se passe pour cette 3e nuit ? Je suppose que vous n'êtes pas dehors, évidemment, parce que vous ne pouvez pas, il vaut mieux que vous soyez en sécurité. Est-ce que ça a l'air d'être un peu plus calme ? Alors ici, pour être précis, bonsoir à tous déjà, bonjour. Ici, pour être précis, il est minuit et je me trouve dans un quartier du Grand Nouméa, l'une des zones où la mobilisation des manifestants est importante et marquée jeudi été, parce qu'en ce moment même, la nuit, elle est très calme. Il semblerait que le couvre-feu et le décret de l'état d'urgence aient été respectés par les manifestants qui étaient assez nombreux, je dirais avant-hier, depuis le début des événements. On attend qu'une démarche et une stratégie d'apaisement et d'humilité ici, côté manifestants et population. On attend qu'il y ait une véritable démarche d'unité et d'humilité qui soit mise en place par l'ensemble de la classe politique. Je vous écoute parler sur ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Cette insurrection était annoncée de longue date. On ne doit toucher au dossier calédonien que d'une main tremblante, comme disait Tocqueville de la démocratie. Et certains responsables politiques locaux, indépendantistes et non indépendantistes, l'ont oublié. Et le gouvernement de la République aussi. Là, maintenant, nous en payons aujourd'hui et collectivement le prix. On parle de rétablir l'ordre et c'est ce que tous les Calédoniens, c'est ce que nous attendons pour pouvoir se ravitailler, pour pouvoir se nourrir, se soigner, parce qu'on fait face presque à une pénurie d'aliments, mais demain, on va devoir faire face à une pénurie de médicaments et on pense à nos vieux qui sont dans les EHPAD. L'ordre, ok, il faut rétablir l'ordre, ça c'est sûr, dans l'immédiat. Mais ces jeunes-là qui sont sur les manifestations, sur les barrages, sont des jeunes-là qui seront toujours là. Et les forces de l'ordre, à un moment donné, vont devoir rentrer chez eux. Et le plus important, c'est de faire en sorte que la paix que la paix s'installe définitivement ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a 30 ans, rien ne s'est passé. Là, maintenant, on est en train de vivre des événements. Et j'entends des mots comme milice. Ce sont des mots qui sont très difficiles à prononcer parce que je n'ai pas vécu les événements. Je suis parti de la génération Matignon. Je suis né en 88. J'ai grandi dans la paix. J'ai entendu, j'ai vécu des témoignages de nos parents qui ont vécu les événements. Et souvent, on entendait parler de milice. Là, en ce moment, pour l'avoir vécu en tant que journaliste, j'ai rencontré des personnes qui se sont barricadés, des citoyens qui ont protégé leur maison, leur famille et leurs biens. Il y avait des armes. Et quand je parle d'armes, ce ne sont pas des armes qu'on utilise pour aller à la chasse. Je l'ai vu des deux côtés. Oui. Alors c'est pour ça évidemment qu'il faut que la chose se règle effectivement assez rapidement. Moi je voudrais vous demander Arlette Chabot, parce que les événements vous les avez couverts, vous les événements dont parle notre invité à l'instant.
C'est vrai que j'entendais un invité hier qui expliquait qu'il était incompréhensible que cette loi ait été mise en discussion compte tenu de cette situation préexistante, etc. La problématique que soulève Jaime, c'est que en fait, il va falloir trouver des interlocuteurs politiques et que ces jeunes dont il parle, ils resteront sur les barrages et donc les barrages seront là. C'est-à-dire qu'il faut redonner un petit peu d'espace aux responsables qui sont à l'intérieur du FLNKS, indépendantisme, et qui sont favorables au dialogue, qui ont toujours discuté. Là, ils sont évidemment en difficulté parce qu'ils sont contestés, parce qu'il y a ces jeunes. Il y a toujours eu, encore une fois, à l'intérieur du FLNKS, des mouvements beaucoup plus radicaux. Ils sont multiples, ils sont différents. Il y a en plus des jeunes qui se greffent sur tous ces mouvements et qui, ça nous rappelle effectivement beaucoup plus radicaux, je disais, parce que c'est une question de génération. Par définition, on voit bien aussi ce qui se passe en métropole. Donc, il faut redonner un peu d'espace pour que ceux, notamment de l'Union calédonienne, puissent reprendre un dialogue qui puisse à un moment ou à un autre. Mais on a entendu effectivement Gabriel Attal tout à l'heure, c'est pas la priorité évidemment le dialogue, même s'il va y avoir une concertation engagée par le Premier ministre avec le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, et puis les groupes qui travaillent sur ces dossiers et les députés et sénateurs sur ces sujets. C'est pas la priorité. Mais il faut redonner une possibilité de dialogue à un moment ou à un autre. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est effectivement de ne pas avoir écouté, on l'a dit 10 fois, les mises en garde, les avertissements qui ont été lancés, et encore une fois, pas par des opposants, quand on cite Édouard Philippe ou Manuel Valls, ce sont des membres de la majorité, d'anciens premiers ministres, qui ont traité ces sujets avec beaucoup d'attention. Et en quittant Matignon, d'ailleurs, Édouard Philippe avait souligné l'importance de ce dossier néo-calédonien en passant les pouvoirs à son successeur. Donc depuis, non, tout est revenu effectivement au ministère de l'Intérieur. C'est Gérald Darmanin qui l'a géré en ministre de l'Intérieur. Donc tout ça a créé beaucoup d'inquiétudes. L'inquiétude, ça s'accumule. S'il n'y a pas de réponse du pouvoir au plus haut niveau, on arrive effectivement malheureusement à cet engrenage. Ça n'excuse absolument pas ce qui se passe sur place et qui met la population évidemment en difficulté. Alors, d'autant que vous avez évoqué Darmanin, il y a peut-être aussi des raisons un peu plus extérieures. On va écouter ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin. Il a évoqué le sujet dont on commence à parler un peu, le sujet des ingérences des pays inamicaux qui profiteraient à minima de l'instabilité sur place. Écoutez. Sur l'Azerbaïdjan, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan. C'est incontestable. Voilà. Et ça donne une idée de ce qu'est parfois la démocratie si on écoutait certains leaders. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des tentatives d'ingérence, aucun pays n'accède à la violence en Nouvelle-Calédonie. La France est souveraine chez elle et c'est tant mieux. On n'aurait pas imaginé, Magali, entendre les mots Nouvelle-Calédonie, Azerbaïdjan dans la même phrase, en fait. Effectivement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous a étonnés quand on regardait les images de manifestations. On va le voir avec ces images, ce sont ces drapeaux de l'Azerbaïdjan, le lien avec les Kanaks, effectivement, n'est pas évident. On est ici à plus de 14 000 kilomètres du Caucase, et pourtant l'Azerbaïdjan, soutient activement le mouvement indépendantiste via le groupe d'initiative de Bakou. Il s'agit d'un groupe de réflexion, un groupe d'influence surtout, qui vise, je cite, à lutter contre les conséquences politiques, économiques et culturelles du colonialisme, à lutter aussi contre, et je cite toujours, les violations des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Martinique, Guadeloupe, Guyane française et Corse, que des régions françaises. Donc, le but est de faire prendre conscience au monde de la politique coloniale de la France, a ajouté un représentant de ce think tank à France 24. Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai été un petit peu fouillée. On trouve des messages de soutien aux indépendantistes, effectivement, et des vidéos, expliquant l'histoire du colonialisme français. Inutile de vous dire que c'est un peu simpliste et surtout manichéen. Vous trouvez des vidéos sur l'Afrique, sur Tahiti, ou donc sur la Nouvelle-Calédonie, donc avec des affirmations comme ça. Le passé colonial brutal de la France en Nouvelle-Calédonie a causé des dégâts irréversibles sur l'île et la population. C'est un groupe donc qui a déjà réussi à exposer ses idées, ses revendications à 2 reprises à l'ONU. Le directeur exécutif qu'on voit ici a accordé hier une interview exclusive à l'agence de presse de l'Azerbaïdjan. Et voilà ce qu'il dit, c'est assez fort comme interview, j'en ai pris juste 2 extraits. Nous exigeons du gouvernement français qu'il tienne compte de la décision du peuple kanak. Nous exigeons.
Le droit à l'autodétermination est fondamental et nous soutenons ceux qui recherchent un avenir meilleur et décent pour leur propre peuple. Ce groupe d'influence n'a été créé qu'en juillet dernier. Ils ont réussi très vite à se reprocher des indépendantistes et une nouvelle étape a été franchie le mois dernier. C'est le deal dont vient de parler Gérald Darmanin. Le 18 avril, une élue du Parlement local s'est rendue à Bakou et elle a signé un mémorandum établissement des relations bilatérales entre sa collectivité, donc néo-calédonienne, et le Parlement azéri. C'était une première. Depuis, des parlementaires de Tahiti ont fait de même. Les autorités françaises ont demandé au procureur de se saisir du dossier en parlant de danger d'ingérence réelle dans la politique française. Alors, quel est le but de l'Azerbaïdjan ? Est-ce que le pays s'intéresse à la cause indépendantiste kanak ? La réponse, évidemment, est non. En fait, l'Azerbaïdjan fait payer la France parce qu'elle soutient activement l'Arménie. L'Azerbaïdjan, aujourd'hui, a réagi à ces accusations officiellement. Le ministère des Affaires étrangères parle de calomnie. Nous rejetons totalement les accusations infondées du ministre français. Nous démentons tout lien entre les leaders de la lutte pour la liberté calédonienne et l'Azerbaïdjan. Ce sont des déclarations insultantes. C'est assez incroyable quand même, effectivement, des vraies revendications politiques. Alors il n'y a pas que, il y a aussi éventuellement la Chine, la Russie, pour d'autres raisons. L'idée globale, générale, c'est de déstabiliser la démocratie française. Quoi. Je crois que dans un premier temps, il y a d'abord un règlement de compte entre l'Azerbaïdjan et la France. Ça, pour ce qui concerne directement l'Azerbaïdjan, c'est sûr. Ouais. Avec l'Arménie, effectivement. Ouais. C'est vrai que nous savons que l'Azerbaïdjan était une grande démocratie. Tout le monde le sait bien. Donc avec le sourire qui va avec, c'est ironique. Oui, exactement. Ah bah oui, vous avez j'ai mon sourire toujours. Oui. On vous connaît, on sait que vous êtes très ironique, on le sait. C'est une grande démocratie, entre guillemets, ce sera plus clair, faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que j'ai dit. Et puis, effectivement, on peut... Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une main invisible derrière qui dirige tous ces endroits de déstabilisation, tous ces organismes? Est-ce que la Chine, la Russie est derrière? On n'en sait rien. Bon, enfin, quand même, c'est extrêmement surprenant de voir cette situation, la Nouvelle-Calédonie, avec l'impact de ce que fait l'Azerbaïdjan. On a eu des messages, Poutine vient nous sauver, aussi. Il y a eu pas mal de choses de ce style-là. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre, bien entendu. En tout cas, c'était important de faire un point, et c'est important ce que nous a dit tout à l'heure Jaïmi, c'est que la nuit est beaucoup plus calme, et très calme pour le moment. C'est ce qu'il nous disait alors qu'il est plus de minuit maintenant sur place. Un endroit où c'est beaucoup moins calme, en revanche, c'est l'Ukraine. On va y aller juste après la pub. Faire un point sur Kharkiv. Thomas Misraki nous attend